Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Nous sommes le mardi 14 mars et voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous reviendrons sur les 10 ans de pontificat du pape François avec l'abbé Christian Venard. Vous le verrez, on peut dire que c'est le pape des paradoxes. Autre invité, l'économiste en chef de la COFAS, Jean-Christophe Caffé, vient de donner une conférence sur les opportunités des entreprises, sur les pays où il faut investir et ceux où il faut au contraire s'abstenir. En termes de reportage, nous suivrons des élèves de 6e du collège Charles III qui ont rencontré l'artiste plasticienne Léna Dur, une rencontre en partenariat avec le nouveau musée national de Monaco. Coup de projecteur sur une licenciée de l'ASM football féminin qui a choisi une discipline atypique, le foot-golf. Et en fin de journal, le directeur de l'Institut audiovisuel de Monaco nous présentera la projection de mardi prochain au Théâtre des Variétés, Anatomie d'un rapport. Je vous l'ai dit au tout début de ce JT, nous sommes le 14 mars, c'est la date anniversaire du prince Albert II, le souverain qui célèbre ses 65 ans aujourd'hui. Eh bien, vous le voyez sur ces images, les carabiniers, au moment de la relève de la garde, ont donné une aubade sous les fenêtres du palais en présence du prince Albert II et de ses enfants. Autre date anniversaire, il y a tout juste 10 ans, en mars 2013, l'archevêque de Buenos Aires était élu pape. Le pape François célèbre donc ses 10 ans de pontificat. L'occasion pour nous de revenir sur cette décennie avec le délégué épiscopal à la communication. Voici l'entretien de l'abbé Christian Venard. Christian Venard, bonsoir. Bonsoir Fabien. Le pape François célèbre ses 10 ans de pontificat. Qu'est-ce que vous retenez de ces 10 ans ? Alors, c'est difficile de retenir une seule chose sur 10 ans, mais le pape des paradoxes. Vraiment le pape des paradoxes. Et après, s'il y a vraiment des images à retenir, pour moi, c'est l'image du pape au moment de la crise, la partie la plus terrible de la crise Covid, cette soirée de prière où le pape est seul sur la place Saint-Pierre en train de prier pour le monde entier. Ça, c'est une image qui sort vraiment de l'ordinaire, une image extraordinaire. J'aimerais que l'on revienne sur le paradoxe, justement, parce que c'est intéressant. C'est vrai qu'effectivement, c'est le pape des paradoxes, dans le sens où, par exemple, pour l'homosexualité, c'est un péché, mais qui suis-je pour juger ? Donc, ce sont deux versions un peu différentes. Il y a d'autres exemples, j'imagine. Je pense que ça vient de sa formation jésuite, donc un art pour manier, en effet, le paradoxe, pour manier la formule. Bon, c'est un pape qui a donné l'habitude aux journalistes d'être très proche d'eux, et donc c'est un pape qui a pris l'habitude, par exemple, systématiquement, de faire des longues conférences de presse quand il part à l'étranger, dans l'avion, au retour, et ça lui est beaucoup reproché à l'intérieur de l'Église en disant mais il parle à bâton rompu, et quand il parle comme ça, en effet, il peut être capable de donner cette fameuse expression qui suis-je pour juger, et en effet, et il a totalement raison, parce que bon, le Christ lui-même nous dit de ne pas juger notre prochain, et puis dans le même temps, c'est le pape qui est en même temps, alors là, il serait peut-être très macronien, on dit qu'ils s'entendent bien d'ailleurs, le président français et le pape François, et en même temps, c'est le pape qui est capable, à côté de ça, de faire des documents ou de faire des rappels de la doctrine, notamment sur l'homosexualité, en rappelant que c'est un péché, c'est un désordre, ou sur tout un tas d'autres sujets. Encore tout récemment, le pape est à la fois capable de dire « je lance un grand synode », et puis, au même moment, le pape est capable de sortir un document rappelant, ou de dire à des journalistes que, par exemple, le mariage des prêtres, c'est hors de question, voilà, qu'on n'en parlera pas. Et au final, est-ce que c'est un pape moderne ou conservateur ? Là aussi, il y a un paradoxe. Mais les deux, les deux, si vous voulez, je crois, il est profondément moderne, et lui-même, je pense, aimerait à se définir comme tel. Et en même temps, c'est un pape ultra-conservateur. Tous les gens qui travaillent à Rome auprès de lui, les spécialistes du Vatican, qu'on appelle les vaticanistes, tous notent à quel point c'est un pape très conservateur dans son mode de gouvernement, ultra-centralisateur. Il gouverne d'une poigne de fer, certains parlent même de dictature, avec une espèce de brutalité. Et j'allais dire, c'est à la fois l'homme qui est capable d'avoir ce regard de bonté, de s'approcher des gens dans la misère. Et puis, c'est le même pape qui peut être très, très colérique. Alors, on a enregistré une émission ensemble, le débat, qui est passé dimanche dernier. Le thème, c'était la religion et la politique. Est-ce que le pape François est un pape
politique. Je pense notamment à sa venue à Lampedusa, où il a pointé du doigt le drame des migrants. Il y a d'autres exemples aussi. Ultra politique, en particulier sur la question des migrants, sur lequel on le reverra vraisemblablement dans les mois qui viennent, puisqu'il va venir à Marseille, tout près de chez nous. Alors là aussi, le pape François, je viens à Marseille, mais je ne viens pas en France. C'est un paradoxe aussi. Parce que je pense qu'il veut être cohérent. Il avait dit qu'il voulait aller à la rencontre des périphéries de l'Église. Et c'est vrai que jusqu'à présent, les pays qu'il a visités, soit n'étaient quasiment pas chrétiens, soit c'était des pays avec une toute petite minorité chrétienne. Donc voilà, je viens... Alors donc à Marseille, il va sans doute réaborder cette question, évidemment, des migrants. C'est un pape très, très politique dans sa manière d'agir en interne à l'Église, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur. C'est-à-dire, c'est un pape qui est vraiment, descendu dans l'arène politique. Et donc ça, c'est sûrement un des papes les plus politiques, pour le meilleur et pour le pire, là aussi. Vous voyez, pour le meilleur, parce que je pense que ça montre que l'Église, 1,5 milliard, même un petit peu plus, de fidèles à travers le monde, se préoccupe des grands sujets qui touchent le monde entier, et parfois un peu pour le pire, dans la mesure où peut-être ça fait descendre, j'allais dire, l'aura des papes, à un niveau parfois un petit peu compliqué, parce que c'est vrai que le pape, il est comme vous, comme moi, c'est un homme. Les scandales sexuels, alors même s'il n'y est pour rien, les scandales sexuels au sein de l'Église, est-ce que ça restera une plaie ouverte pour Benoît, ça l'est pour lui. Il a fait des déclarations à plusieurs reprises en parlant, il a même eu des mots très très forts, en parlant par exemple des prêtres pédophiles, en disant que c'était véritablement quasiment des satanistes. Il avait eu des mots très très forts. C'est une plaie ouverte pour le pape, c'est une plaie ouverte pour toute l'Église. Je veux dire, on est tous accablés par cela. Je pense que ce ne sera pas fini. Il y en a pour longtemps j'allais dire, un peu nettoyer. Puis en se disant aussi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, l'Église, elle est composée d'hommes, elle est composée de femmes, pécheurs, pécheresse, et donc jusqu'à la fin des temps, malheureusement, il y aura toujours des risques. Le rôle de l'institution, c'est de faire en sorte de faire que ces risques soient réduits vraiment au minimum et qu'on tienne toujours compte de la parole des victimes. Dernière question, qu'est-ce que, à votre avis, l'humanité retiendra du pape François ? D'abord, une personnalité très forte, sûrement, et vraisemblablement, c'est difficile encore une fois, mais vraisemblablement un pape qui a voulu être vraiment proche justement de l'humanité, qui a voulu se rendre proche de toutes les misères du monde. Et pour finir un peu ce par quoi on avait commencé, je crois que c'est aussi ça qui l'avait motivé quand il a fait cette cérémonie si belle et si symbolique sur la place Saint-Pierre en plein Covid, pour se dire je veux être proche de l'humanité tout entière qui est en train de souffrir. Christian Venard, merci. Merci. Et puis à noter que le pape François a institué depuis plusieurs années les 24 heures pour le Seigneur dans tous les diocèses du monde. Les fidèles catholiques sont invités à venir adorer le Seigneur dans son Eucharistie. Cette démarche s'inscrit durant le Carême. C'est une prière pour plus de justice, de paix et d'amour dans le monde. Le 17 mars et durant 24 heures, le diocèse propose en l'église Sainte-Dévote, à midi, une messe d'ouverture. Et pendant 24 heures, l'adoration continue du Saint-Sacrement et la possibilité de se confesser. Et enfin, le 18 mars, à midi, une messe de clôture sera présidée par l'archevêque Monseigneur David. Comme chaque semaine, le bilan sanitaire, le taux depuis plusieurs semaines reste faible. Il est de 18 pour 100 000 personnes et 7 nouveaux cas ont été révélés positifs à la Covid-19 la semaine dernière. Restons dans le domaine médical avec le papillomavirus. Quelques chiffres, 600 000 cancers par an dans le monde et 250 000 décès prématurés dus au papillomavirus. La vaccination pour les jeunes filles et les garçons à partir de 11 ans est donc très importante. Écoutez à ce propos le professeur Franco Boruto. On a un tas d'infections de papillomavirus très élevé. Ça veut dire que 80% des personnes ils sont censées de rencontrer ce virus et naturellement pas tous ces gens ils deviendront malades, mais s'il y a une persistance de ce virus, là, il peut en surgir un cancer. Pas simplement le cancer en cause, il y a aussi des lésions précancéreuses. Ça veut dire que nous avons les condylomes, que c'est une maladie banale, mais qui se contrae très fréquemment. Nous avons 50 000 fillettes qui sont infectées pour cette condylome et 50 000 garçons qui sont infectés pour cette condylome. En plus, il y a quelques faux news qui disent que nous proposons la vaccination aux garçons pour protéger la fille. Ce n'est pas vrai, parce que celles qui sont
plus à risque sont les hommes plutôt que les filles. Ça veut dire s'il y a un contact entre une femme qui est porteuse du virus, du papillomavirus, et un homme, c'est plus fréquent et c'est plus statistiquement possible que soit la femme a infecté l'homme plutôt que vice-versa. Donc les garçons, de quoi l'intérêt de se protéger parce que dans certains sens, les garçons sont la partie plus faible de la chaîne infective. Changeons de sujet et parlons investissement avec un spécialiste économique de la Coface. La Coface étant la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur. Sa mission est d'aider les entreprises à se développer. La Coface revendique 50 000 clients, plus de 4 100 collaborateurs et une présence dans une centaine de pays. Eh bien, l'économiste en chef de la Coface a donné ce mardi une conférence au Novotel et il est avec nous. Jean-Christophe Café, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste en chef de la Coface. Vous avez donc, comme je viens de le dire, donné une conférence dont le thème était « Risque pays, analyse et opportunités des entreprises ». À quel point la crise russo-ukrainienne déstabilise l'économie mondiale ou pas ? La crise russo-ukrainienne a renversé la table d'une certaine manière, complètement changé la donne en 2022. Pour faire simple, la Russie occupant une place prépondérante dans l'économie mondiale par sa production et ses exportations à la fois d'énergie et de matières premières alimentaires, métaux-industriels, a complètement bouleversé les équilibres en la matière et provoqué une résurgence du risque inflationniste qui était déjà présent auparavant, mais qui s'est trouvé encore plus catalysé par ce conflit. S'en est suivi une réaction brutale des politiques monétaires dans la plupart des pays développés, mais aussi dans les pays émergents, un ralentissement très fort de l'activité à l'échelle mondiale, en particulier en Europe. Et puis, on le voit aujourd'hui, des soubresauts financiers qu'on commence à percevoir avec ce qui se passe actuellement dans le secteur bancaire américain. En termes d'investissement, quels sont les pays actuellement à risque ? Aujourd'hui, le panorama des risques a fondamentalement changé depuis un an. Les perspectives, il faut distinguer les perspectives macroéconomiques des perspectives microéconomiques. D'un point de vue macroéconomique, certains pays vont s'en tirer mieux que d'autres parce qu'ils sont bien positionnés dans la chaîne de valeur, notamment en amont en termes de production de commodités. Ce sont des pays d'Amérique latine, par exemple, le Brésil. Ce sont certains pays d'Afrique subsaharienne qui sont riches en matières premières. Ce sont les pays du Golfe, évidemment pour des raisons évidentes. Ce sont aussi certains pays d'Asie qui ont été moins frappés par la crise énergétique que sur le continent européen. En termes d'investissement, ça rejoint un petit peu ces perspectives, mais il faut essayer de croiser avec la dimension sectorielle dans la mesure où certains secteurs énergie intensifs, cycliques liés au taux d'intérêt sont en premier plan en termes de risque et vont être affectés en 2023 encore davantage qu'ils l'ont été en 2022. Il y a des pays émergents peut-être dont on pourrait parler ? Oui, alors les pays émergents qui retiennent notre attention sont à la fois ceux qui ont un profil de risque plutôt favorable. Je vous faisais allusion aux pays producteurs, exportateurs de matières premières, notamment le Brésil. Et puis il y a les pays émergents qui, à l'inverse, comme souvent lorsque les conditions financières se resserrent très fortement à l'échelle mondiale, se trouvent en très grande difficulté, parfois en situation de défaut de paiement. On l'a vu en 2022, des pays comme la Zambie, le Ghana, le Sri Lanka ont pu faire défaut. Certains pays émergents sont dans des situations extrêmement complexes. Je pense notamment au Pakistan, au Laos, qui sont sujets, parce qu'ils ont des fortes déséquilibres courants, de très faibles réserves de change, sujets à des crises de très grande intensité. Donc dans le panorama global émergent, il faut être particulièrement attentif, très sélectif, puisqu'il y a, si je puis dire, autant de situations que de pays. Pour finir, j'aimerais que vous nous fassiez un bilan de l'année 2022, en termes d'investissement bien sûr, et quelles sont les perspectives d'avenir pour 2023 ? 2022 a été, nombreux égards, une annus horribilis moins horrible que ce à quoi on pouvait s'attendre. On a échappé au scénario du pire, notamment en Europe continentale. Il n'y a pas eu de perturbation physique sur les flux d'approvisionnement énergétique. On a échappé à une très forte récession au tournant de l'année. Et donc 2023 a commencé dans une forme d'optimisme sur les marchés financiers. En termes d'investissement, on a pu le voir. Marché obligataire, marché action, marché du crédit. Tout se tenait merveilleusement bien, comme si le risque avait disparu. Sauf que le risque n'a pas disparu, ce que d'ailleurs rappelle avec beaucoup d'acuité la problématique de Silicon Valley Bank aux États-Unis. Et les risques restent particulièrement présents sur 2023, non seulement parce que la crise énergétique n'est pas derrière nous, elle est devant nous. Elle continuera d'être particulièrement présente, indépendamment de ce qui peut se passer d'un point de vue géopolitique, pour des raisons strictement organiques liées au sous-investissement dans le système énergétique mondial depuis quelques années, que s'agisse dans les énergies du présent, pétrole, gaz, mais aussi les énergies décarbonées. Et puis aussi parce que la thématique inflationniste n'est pas non plus derrière nous et que les banques centrales vont continuer
modulo les développements qui vont survenir dans les jours prochains dans le système financier mondial, et en particulier américain, à resserrer leur garde. Et ça va être une des problématiques, une thématique d'investissement fondamentale dans les mois et dans les trimestres qui viennent. Jean-Christophe Caffé, merci pour cette analyse économique. Merci beaucoup. Merci à vous. En bref, Placido Domingo a été contraint d'annuler sa participation à la Traviata qu'il devait jouer à l'Opéra de Monte-Carlo les 17, 19 et 23 mars. En revanche, il y a quand même une bonne nouvelle. Nous l'avons appris, un nouveau concert exceptionnel est prévu le 21 avril, toujours à l'Opéra, avec Placido Domingo et Cecilia Bartoli pour une grande soirée lyrique. Autre concert, mais qui vient d'avoir lieu à l'occasion de la Saint-Patrick, le saint patron de l'Irlande, eh bien le flûtiste irlandais Fintan Vallely a joué de la musique traditionnelle à la médiathèque de Monaco ce mardi à midi en partenariat avec l'Irish Library. Après les artistes Oriol Villanova et Guillaume Aubry, c'est au tour de Léna Dur d'intervenir auprès des 6e options art plastique du collège Charles III. Au programme, un atelier découverte sur le thème de la collection réalisé sur 5 séances et des temps d'échange entre artistes et élèves. Reportage de Perrine Boger et Lionel Bernardi. Après quelques sessions de familiarisation et de prise de contact, pour leur 4e séance ensemble, l'artiste collectionneuse fait participer activement les élèves. Il y a plusieurs semaines, on ramenait des objets pour de chez nous pour une collection. Et pour faire des collections. Et là, on va prendre en photo les objets en les mettant dans les paumes de notre main. Et derrière, il y a le décor. Du coup, on a choisi pour le décor de mettre un pull. Cet atelier est très apprécié des jeunes qui, de séance en séance, nouent une relation avec la jeune femme et développent diverses capacités artistiques. C'est intéressant, on apprend c'est comment le métier d'artiste. Aussi, on sait, elle nous apprend des choses, comme elle collectionne des choses, beaucoup de choses. L'objectif de cette résidence d'artistes, sensibiliser les élèves sur la notion de l'art et sur la pratique de la collection. Ils ont tous des objets qu'ils collectionnent et en fait, en réalité, peu importe les objets avec lesquels ils viennent et qui viennent engager, l'idée c'est davantage la notion de partage, de communication, de leur passion, de leurs intérêts, de la façon dont ils vont engager ça, à la fois à travers la parole, parce que c'est comme ça que ça s'engage dans un premier temps, et ensuite visuellement. À la fin des 5 ateliers proposés par l'ENA, les collections présentées par les élèves feront l'objet d'une restitution publique dans chacun des établissements, pour un temps éphémère. C'est un coup de tonnerre pour la Roca Team. On vient de l'apprendre, l'AS Monaco a annoncé la suspension temporaire de son arrière américain, la star de l'Euroleague, Mike James, pour violation des règles internes du club. Mike James sera donc absent de l'entraînement alors que l'équipe continuera sa préparation pour la 29e journée de saison régulière d'Euroleague. Plus réjouissant, connaissez-vous le foot-golf? Ce sport mélange du football et du golf, et il est en pleine expansion. Au printemps se tiendra la 3e Coupe du Monde de foot-golf. Une licenciée de l'AS Monaco Football féminin y participera. Yannick Debever et Sylvain Péroumal ont été à sa rencontre. Chaussures, chaussettes, shorts, ballons, tout l'attirail de la footballeuse est là, au milieu d'un parcours de golf. Pour Laetitia Caudron, fini les cages de foot, c'est désormais des trous qu'elle vise dans sa discipline que l'on appelle le foot-golf. J'ai joué pendant très longtemps au foot, pendant une vingtaine d'années. Et du coup, en fait, j'ai regardé un reportage et je suis tombée dessus, j'ai tout de suite accroché. Je me suis dit, ça a l'air génial, en fait, ça allie ce qu'il y avait au foot, en fait, tout en marchant. Et du coup, j'ai essayé et j'ai adoré. Licenciée à l'ASM Football féminin, Laetitia est l'une des 15 Françaises à pratiquer le foot-golf en compétition. Sa 4e place au championnat national la saison dernière lui a ouvert les portes de l'équipe de France, avec laquelle elle participera à la Coupe du Monde du 27 mai au 6 juin prochain à Orlando et non sans ambition. Je préfère viser haut, donc je me dis top 5, top 10, ce serait génial. Après on verra. Le foot-golf reprend les règles exactes du golf avec la technique du football. Un mélange apparu vers la fin des années 2000 aux Pays-Bas et qui séduit de plus en plus d'adeptes, souvent surpris par la difficulté de ce sport. Certains footballeurs, quand ils arrivent, ils se disent « Oh, c'est facile, on frappe dans le ballon », mais c'est pas juste ça, c'est pas juste de la puissance, c'est aussi de la précision. Il faut aussi pas mal de concentration, parce que du coup, il faudrait se concentrer les 18 trous, la technique et le mental. Hein. L'équipe de France masculine est championne du monde en titre et compte bien garder son trophée cette année. Pour Laetitia Caudron, la marche semble très haute, mais loin d'être infranchissable. Et si une joueuse de la SMFF s'affichait sur le toit du monde en mai prochain, le rêve est permis.
Parlons ciné avec la projection du film Anatomie d'un rapport mardi prochain au Théâtre des Variétés à 20h. Une projection organisée par l'Institut audiovisuel de Monaco. C'est un film assez particulier en noir et blanc. Vincent Vatrican va essayer de nous donner envie d'aller le voir. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film de 1976. Alors, vous avez l'habitude de nous projeter certaines fois des films assez étranges. Là, on n'est pas loin de la Palme d'Or de l'OVNI. Hein. Oh oui. Carrément. Ça me va bien. Effectivement, c'est peut-être tout ce qu'on peut imaginer de possible au cinéma comme contre-pied d'un récit, d'une fiction, puisque c'est un film tourné par Luc Moulet, sur lequel je reviendrai, oui, absolument. Qui joue le rôle principal et qui est lui-même et qui va parler de sa vie intime. Donc c'est quelque part, on pourrait dire un non-film dans la mesure où il raconte le quotidien d'une personne et pas n'importe quel quotidien, sa vie amoureuse et sexuelle. Anatomie d'un rapport, donc c'est le titre du film. On est d'accord que c'est quand même assez mal joué, et je pense que c'est même fait exprès. Pleinement, ça fait partie du contre-pied, voire peut-être même du bras d'honneur de ce film à l'industrie du cinéma, que de volontairement jouer le non-jeu. C'est-à-dire que les deux acteurs jouent parfois face caméra, les dialogues sont la plupart du temps improvisés, si on bafouille, on ne refait pas la prise, et effectivement, c'est le parti pris, c'est-à-dire on est dans un quotidien qui est filmé, mais qui n'est pas joué. C'est justement cette ambiguïté-là qui, je trouve, dans un premier temps, vous le relevez, aura plutôt tendance à surprendre et un peu agacer le spectateur, mais s'il se prend au jeu... Ça l'amuse après. Absolument. Et c'est un film qui est vraiment très ironique sur ses personnages et donc sur Luc Moulet lui-même, se filmant dans des situations qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma. Mais qu'est-ce qui vous plaît justement dans ce réalisateur et ce comédien Luc Moulet ? Alors Luc Moulet, il faut savoir que c'est un cinéaste de la Nouvelle Vague, puisqu'il a l'âge de la Nouvelle Vague, il a grandi et filmé au temps de la Nouvelle Vague, même si les histoires du cinéma n'ont pas vraiment retenu son nom, comme évidemment les Chabrol, Truffaut, Romer ou Rivette, mais il a été critique de cinéma, critique au cahier, et plutôt une excellente plume, mais lui-même a toujours voulu se mettre en marge de la production habituelle du cinéma et revendiquant d'ailleurs sa propre économie du cinéma. Il est son propre producteur, très près de ses deniers, donc surveille les dépenses, il va à l'économie. Voilà, c'est cet en plus, équilibre. on n'est pas dans un blockbuster, hein, il ne se passe pas grand-chose. Très peu de décors, tout est quasiment filmé dans une seule pièce. C'est pour tout public, c'est pour un public averti. Public. Moi, je ne fais pas de restrictions. Le film n'a pas été censuré à l'époque. Je ne vois pas pourquoi il le serait aujourd'hui. Allons voir Anatomie d'un rapport. Merci Vincent. Merci Fabien. Et tu t'es déjà occupé de mon sexe, toi? Peut-être que tu sais même pas où il est. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas que tu le saches pas. La plupart des mecs ne le savent pas. Le message est passé. Je propose une idée sortie. Le 18 mars, l'Office national des forêts organise en partenariat avec la Principauté de Monaco et la commune de Roquebrune-Cap-Martin une animation gratuite sur le thème « Bonne santé et bien-être ». L'objectif étant de faire prendre conscience au grand public de l'importance de la forêt. Pendant 1h30, les agents de l'ONF vous proposeront une balade au départ de Roquebrune-Cap-Martin avant de rejoindre le Mont Gros via un sentier de randonnée pour admirer une vue imprenable sur la Principauté et la Méditerranée. Vous avez un QR code pour vous inscrire avec 6 créneaux différents tout au long de la journée du 18 mars. Un point sur la météo avec Christinda Thomel avant de refermer ce journal. Bonsoir Christinda. Quel temps va-t-il faire demain ?
Bonsoir Fabien. Mercredi, le temps qui s'installe sera généralement clair, mais tout au long de la journée, quelques passages nuageux sont prévus. Une journée dans l'ensemble ensoleillée, avec des températures de saison. Le thermomètre oscillera entre 8 et 14 degrés. Le soleil se lèvera à 6h41 et se couchera à 18h37. Demain, nous fêterons les Louises. Ah, merci Christinda. Le Printemps des Arts bat son plein. En ce moment même, sur plusieurs sites en principauté, eh bien, les photographes de la rédaction ont trouvé dans leurs archives les photos de l'édition 2005 du Printemps des Arts que nous vous proposons ce soir. C'est la fin de ce journal. On se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle édition. Passez une excellente soirée et portez-vous bien.